Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je fais une vidéo un peu particulière parce qu'elle va parler d'un thème plutôt que d'une œuvre précise. J'ai décidé de parler du conte La Petite Sirène de Andersen et je me suis dit que ça pourrait être bien de commencer par une introduction sur les sirènes dans la fiction. Du coup, dans cette vidéo, on va parler de mythologie et dans la prochaine de La Petite Sirène et de quelques-unes de ses adaptations. Même si aujourd'hui la plupart des personnes, lorsqu'on parle de sirène, pensent à une créature mi-humaine, mi-poisson, une des premières représentations de la sirène en Europe est en fait un oiseau à tête de femme. Et pas de n'importe quels oiseaux d'ailleurs, il s'agit de musiciennes grecques bien précises. Vous me direz que c'est compliqué de jouer de la musique quand on n'a pas de main, et vous aurez bien raison. C'est d'ailleurs sans doute pour ça que leur représentation évolue au fil du temps jusqu'à ce qu'elles aient aussi des bras, voire un buste, ce qui permet de les montrer en train de jouer des instruments de musique et de les rendre plus séduisantes. Si tant est que vous soyez attiré par les oiseaux. Attention de ne pas les confondre avec d'autres femmes oiseaux de la mythologie grecque, les harpies, qui sont des déesses de la destruction et ont la fâcheuse tendance à enlever les enfants. Comme souvent dans la mythologie antique, on trouve de nombreuses versions du mythe, disant qu'il y a 2 à 4 sirènes. On les voit souvent par 3 parce que la figure de la Trinité est très utilisée en mythologie. Il y a les 3 grâces, les 3 parcs, les 3 grands dieux souverains, je vous laisse faire la liste des trios célèbres. Mais c'est aussi bien pratique parce qu'ainsi les sirènes forment un petit orchestre, l'une à la lyre, l'autre à la flûte et la dernière au chant. On dit aussi qu'elle vivrait sur une île près de la Sicile. Du coup, je suppose qu'elle symbolise au moins en partie les vents qui précipitent les marins trop pressés de retrouver la terre contre les rochers. Dans certaines versions, les sirènes étaient à l'origine les musiciennes humaines de Proserpine, fille de la déesse de la terre Cérès. Elles sont transformées après qu'Hadès, le dieu des enfers, décide d'enlever Proserpine parce qu'apparemment demander son avis à une gamine qui cueille des fleurs à la campagne n'était pas à la mode à l'époque. Là, les versions divergent. Soit les sirènes partent à la recherche de Proserpine et demandent aux dieux de les changer en oiseaux pour pouvoir aussi parcourir la mer, soit elles sont métamorphosées par la mère de Proserpine qui veut les punir de ne pas avoir protégé sa fille contre le dieu des enfers. Parce que lorsqu'on est humain dans la mythologie grecque, on peut faire une croix sur la notion de justice. Les sirènes ont donc de base un lien avec la mort, puisque Proserpine devient la déesse des enfers après avoir épousé Hadès. Alors évidemment, ce lien se renforce, vu qu'après leur transformation, elles décident qu'en plus d'être musiciennes, elles seraient noyeuses de marins et se mettent à attirer les navires qui passent près de leur île contre les rochers. On peut se demander pourquoi, puisqu'elles volent, elles n'attaquent pas les marins directement. C'est peut-être parce que dans certaines versions, elles ont perdu leurs plumes après un duel musical avec les muses. Bon, après il fallait un peu s'y attendre, d'abord elles s'attaquent à l'incarnation même des arts, et ensuite elles font preuve d'hubris, c'est-à-dire d'orgueil, la faute qui ne pardonne pas dans les récits antiques. Alors cela dit, les plumes ça repousse. Les sirènes de la mythologie étant des personnages bien précis, il était logique qu'elles finissent par mourir. En tout cas, on les voit se jeter à la mer dans certaines versions parce qu'elles n'ont pas réussi à faire sombrer un navire qui passait devant elles. On peut voir ça comme une punition face à un échec, mais c'est peut-être aussi la fin d'une malédiction, si on prend en compte qu'elles rejoignent alors Proserpine aux enfers. Certaines versions disent que le navire rescapé était celui d'Ulysse, qui est effectivement passé près d'elle durant son Odyssée. Personnellement, je préfère me dire que les sirènes se tuent après avoir entendu Orphée, car c'est plus pertinent dans le cadre du mythe. Orphée est en effet le meilleur musicien de la Terre, et c'est également une figure liée aux enfers, puisque c'est un des rares êtres humains à s'y être rendu vivant et à en revenir. On n'est pas trop sûr de la manière dont s'est opérée la transition de femme-oiseau à femme-poisson. En Europe, la représentation de la sirène en être mi-femme, mi-poisson se concrétise à partir du VIe siècle, sans doute suite à la rencontre avec d'autres mythologies. Puisque ce sont des créatures marines, leur évolution est sans doute due aux contes échangés par les marins qui voyagent et entrent en contact avec d'autres cultures bien plus que les paysans. D'autre part, dès qu'on s'éloigne du cabotage le long des côtes, où c'est le vent plutôt que les vagues qui risquent de pousser les navires à s'écraser contre les récifs, il est logique d'imaginer que les sirènes sont des créatures pourvues d'écailles plutôt que de plumes. Les témoignages de marins, dont Christophe Colomb lui-même, ont sans doute alimenté le mythe, bien qu'ils décrivent probablement des mammifères comme le lamantin. Pour ne rien arranger, les Européens du XIXe siècle ont le bon goût d'exposer des compositions de taxidermie représentant des sirènes. Made in China, India and Japan, il s'agit souvent de l'assemblage d'un singe et d'un poisson. Parce que c'est chouette de jouer avec des cadavres. Mais la fiction parle de sirènes au sens moderne du terme depuis très longtemps, et partout autour du monde. Une des plus anciennes représentations connues est le dieu Triton Oannès, issu de la mer d'Érythrée, et mentionné par Béroz dans son histoire de Babylone. En Scandinavie, on parle d'un monstre marin, la margire, ou géante des mers. Au Japon, les ninjao à visage humain attirent la malchance sur ceux qui les pêchent et sur le rivage où elles s'échouent. Mais les manger permet de vivre jusqu'à 800 ans, d'après le conte de la Yao Bikuni. L'Europe chrétienne en fait, misogynie oblige, des figures de tentation charnelle. Selon moi, 2 représentations se rapprochent le plus du mythe tel qu'on le connaît.
D'abord, la légende germanique de la Loreley, une jeune fille dont la beauté et le chant ensorcellent les navigateurs du Rhin, les menant à leur perte. Cette légende a donné naissance à de nombreux poèmes, notamment celui de Heinrich Heine en 1823, qui a été repris par Apollinaire dans Alcool en 1913. Ensuite, la légende vaudou de la Mami Wata, déesse des eaux, aussi créative que dangereuse. Née en Afrique puis exportée aux Caraïbes et en Amérique, cette divinité marine est représentée comme une sirène à queue de poisson ou de serpent, ou comme une femme tenant un serpent, symbole de divinité et de divination. C'est une déesse de la mort, parce qu'elle enlève des nageurs ou des marins qu'elle emmène dans un royaume paradisiaque au monde des esprits, parfois sous l'eau. C'est aussi une divinité liée au désir, puisqu'on la retrouve souvent parmi les prostituées, où elle demande aux hommes de lui rester fidèles et de garder le secret sur leurs relations, les récompensant quand c'est le cas, et les punissant sinon. Elle arbore d'ailleurs souvent un peigne d'or et un miroir, symbole que l'on retrouve dans nos représentations occidentales de la sirène, notamment parce que le miroir est un attribut de la déesse grecque de l'amour Aphrodite. Les lamantins d'Afrique sont aussi appelés Mami Wata. Dans mon interprétation, les sirènes sont originellement une personnification des forces de la nature et une manière, pour les populations portuaires et la marine, d'apprivoiser leur peur de la mer. Les sirènes grecques sont ailées car elles représentent les vents qui fracassent les navires contre la côte. Au large, elles se dotent d'une queue de poisson et de nageoires qui serait assimilable aux vagues, voire plus pragmatiquement aux mammifères marins susceptibles d'abîmer un navire. Cependant, leur symbolique change selon le contexte culturel dans lequel on les place. Bien sûr, nous voulions simplement la noyer. Lorsqu'elles sont représentées comme séduisantes mais traîtres, les sirènes sont un dérivé de l'idéologie chrétienne selon laquelle les femmes incarnent la tentation qui conduit à la damnation, un dogme qui ferait bien d'aller pourrir lui-même dans les tréfonds de l'enfer. Après tout, suggérer que les femmes sont des outils du diable pour damner les hommes, n'est-ce pas affirmer qu'elles n'existent pas en tant qu'individus, mais uniquement par rapport à ces derniers ? Dans la pièce Peter Pan de James Matthew Barrie, le dessin animé éponyme de Disney et sa suite Hook, les sirènes embrassent surtout le côté jaloux, cruel et vaniteux de la fée Clochette. Dans le pays imaginaire commandé par un garçon qui ne grandit jamais, les femmes ne sont que des séductrices ou des mères. Le rôle des sirènes est moins grinçant dans les fictions où elles forment un peuple à part entière et sont représentées en tant que des créatures aquatiques plutôt que des fantasmes. Dès qu'on s'éloigne du fantasme hétérosexuel masculin de la séductrice létale et inaccessible pour parler de véritables personnages, les tritons réapparaissent dans le mythe et la culture sirène s'étoffe. Dans la mythologie grecque, Triton était le fils du dieu de la mer et ses enfants des humains à queue de poisson, qui sont les habitants de la mer et pas particulièrement enclins à ensorceler qui que ce soit. Dans le tome 4 de la saga Harry Potter, les sirènes du lac sont d'effrayantes créatures guerrières, alors que dans les jeux vidéo Zelda, le peuple Zora est plutôt raffiné et accueillant. Well, Link, here we are. Looks like this is where the real work starts. À partir de là, la figure de la sirène permet d'explorer notre culture et notre humanité. On voit souvent des sirènes obtenir des jambes qui leur permettent de se rendre sur Terre, comme Mami Wata, et d'interagir avec nos civilisations terrestres, comme dans Splash de Ron Howard, la série H2O, le film La Fontaine de Jouvence du studio Disney. C'est une occasion de réfléchir à notre propre univers par comparaison au monde de la mer et de remettre la place de l'espèce humaine en perspective, comme on le voit dans Pogno sur la falaise de Miyazaki, dont je reparlerai dans une vidéo sur les adaptations de La Petite Sirène d'Andersen. On retrouve alors la notion de force naturelle, notamment par le biais des histoires de vengeance comme Mermaids de Ian Barry ou dans le film chinois La Sirène de Stephen Chow. Dans le premier, des sirènes cherchent à venger le meurtre de leur père, dans le second, elles veulent assassiner un industriel qui pollue les côtes. En quittant le fantasme pour revenir à des personnages individualisés faisant partie d'une histoire plus large, la boucle est bouclée. On retrouve un équivalent des sirènes grecques, nos 3 musiciennes au destin tragique inscrites dans la trame complexe de la mythologie. Voilà qui conclut ma vidéo de présentation sur le mythe des sirènes. Si elle vous a plu, partagez-la sur vos réseaux sociaux et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dans une prochaine vidéo, je parlerai du conte La Petite Sirène d'Andersen et de ses adaptations. Donc abonnez-vous si ça vous intéresse. Et pour les personnes que les sirènes font rêver, sachez que vous n'êtes pas les seuls. Certaines personnes sont tellement fascinées par le mythe qu'elles en ont fait leur métier. Et je vous laisse avec ces images. Salut et à la prochaine!